Eh ben, bonjour Stéphane Haufort, bonjour à tout le monde. Merci Stéphane d'être avec nous ce soir. Donc on t'a demandé en fait, donc on c'est l'équipe RH. Je ne sais pas pourquoi on s'appelle ressources humaines, mais bon, c'est peut-être parce qu'on est des ressources, enfin on gère les ressources humaines de l'association. Donc en tout cas l'équipe RH qui organisons les réunions, on t'a demandé en fait de nous partager avec nous ton expérience que tu as fait, avec l'équipe d'Antoine Lutz, de l'INSERM sur, l'organisation de retraites, de longue durée, donc de retraites de 10 jours, hem, dans le cadre de recherches, scientifiques que tu vas nous expliquer. Et Mmh. donc l'idée, c'est d'expliquer un petit peu le cadre, ce que tu as mis en place et comment s'est passée la recherche et toi, ce que tu en as pu en retenir en tant qu'enseignant de méditation et voilà, peut-être ouvrir sur, voilà, éventuellement ce que ça t'a apporté par rapport à tout ça. OK. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Peut-être, pour te présenter brièvement, hem, donc tu es un pratiquant, toi, de longue date, principalement du bouddhisme tibétain. Ça fait, quoi? 30 ans? 40? On compte Ouais, plus? presque tant, ouais. On compte plus? J'ai arrêté de compter après 3, j'ai arrêté de compter. C'est ça. Donc ça fait longtemps que tu pratiques le bouddhisme tibétain. Tu es resté une quinzaine d'années en retraite, dont des années, en retraite solitaire et depuis, maintenant presque 5, 6, 10 ans, Ouais, tu 10 ans, ouais. co-animes aussi à des retraites de pleine conscience dans le cadre de Euthymia avec Stéphane Faure et donc tu t'es formé comme instructeur MBSR et donc maintenant tu continues à la fois ton activité d'enseignant de méditation dans le bouddhisme tibétain traditionnel et d'enseignement de pleine conscience. Voilà, the floor is yours. Merci Cécile. Bonsoir tout le monde. Oui, j'étais juste avec un groupe en Russie. On faisait de la méditation en ligne. On va se donner un autre rapidement. Euh, Parlons de cette expérience avec Antoine Lutz et l'équipe de Longimed, et je vois que certains d'entre vous y ont participé, donc peut-être que ça va vous rappeler des souvenirs. C'était extrêmement intéressant. J'ai d'abord fait un petit historique, comment j'ai rencontré Antoine Lutz et son équipe. C'est en 2018, ils avaient organisé au sein de l'INSERM, donc près de Lyon, une série d'expérimentations où ils faisaient appel à peu près 78 participants, 36 qui s'appelaient des professionnels. Bon, ça fait un peu bizarre, professionnel de méditation, mais en tout cas avec un certain niveau d'expérience qui était un minimum de 10 000 heures de méditation et 36 débutants qui n'avaient aucune expérience. Donc il y a eu des séances, des expériences qui ont duré une semaine. Donc pendant une semaine, c'était un par un, donc c'était assez long comme recherche, où on restait à l'INSERM et tous les jours il y avait différents types d'expériences, que ce soit dans l'IRM, que ce soit avec l'électroencéphalogramme, sur la douleur, sur la compassion, la bienveillance, aussi sur la mémoire visuelle et bon, différentes choses. Ce qui m'a permis d'entrer en contact avec Antoine Lutz. Et j'ai un background scientifique. J'ai fait des études avant de m'engager dans la voie bouddhique et des études de la méditation dans la voie bouddhique. J'ai fait des études scientifiques, surtout en physique et un peu d'astronomie, d'astrophysique. Donc j'ai toujours gardé une certaine appétence pour l'aspect scientifique. Donc en parlant avec Antoine Lutz, que lui-même est aussi un pratiquant de méditation d'une voie bouddhiste, Euh, c'était très intéressant, les échanges qu'on a pu avoir. Et pour ceux qui l'ont rencontré, c'est quelqu'un qui est extrêmement humain, extrêmement humble. Il ne se met pas trop en avant. Donc il y a un niveau comme ça de relationnel qui est possible, parce qu'il ne se met pas à un niveau supérieur de l'autre, parce qu'il est le grand neuroscientifique, et ainsi de suite. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est dans son équipe, en fait, tous les jeunes comment, qui sont en train de faire leur doctorat ou post-doc, euh, pour intégrer l'équipe d'Antoine Ous, devaient s'engager dans une voie méditative ou une autre. Que ce soit la pleine conscience, que ce soit vipassana, peu importe. Mais tous pratiquaient un style de méditation. Donc il y avait un rapport dans les échanges qui était extrêmement intéressant.
Après cette semaine, comme j'étais le dernier participant, donc on a eu plus de temps pour discuter avec Antoine et puis certains des gens qui gravitaient autour de lui dans ses expériences, et puis de participer avec les scientifiques eux-mêmes. Donc là aussi, c'était extrêmement intéressant de voir les expériences qui mettaient en place, et j'en reparlerai un peu plus tard. Euh, et j'ai gardé le contact avec Antoine Lutz. Et près d'un an après ses recherches, il m'a contacté en me disant qu'il voudrait mettre en place avec un de ses étudiants, Arnaud Loublin, un protocole de recherche qui n'avait jamais été fait jusqu'à maintenant, qui était d'explorer d'une manière dans le temps les effets sur les participants lors d'une retraite. Il y avait eu des recherches qui étaient faites avant et après, mais jamais pendant la retraite elle-même. Donc déjà, les premières discussions, c'est est-ce que je pensais que c'était possible de le faire? A priori, oui. Et ensuite, il y a eu énormément d'allers-retours, de discussions sur comment eux, ce que eux souhaitaient faire comme recherche et qu'est-ce qu'on pouvait amener comme style de méditation dans ces recherches. Donc il y avait l'idée de voir l'évolution des expériences de méditation au cours de la recherche. Pour cela, les participants, à la fin de chaque session, on leur proposait de remplir un questionnaire. Donc on a travaillé beaucoup sur le questionnaire, de voir exactement s'il y avait quelque chose qui était redondant, qui n'allait pas du tout dans la bonne direction, si c'était clair et ainsi de suite. Et pour ceux qui ont participé, vous vous souvenez que des fois Arnaud était obligé de recorriger un peu les formulations. Et dans ces questionnaires, en fait, il y avait énormément d'approches qui étaient de voir les expériences qui ont été au niveau du corps, au niveau des pensées, des émotions, au niveau des expériences sensorielles et au niveau de la clarté qui pouvait apparaître dans la méditation au niveau de la conscience. Et en fait, ces questionnaires étaient extrêmement profonds. Lorsqu'on l'a mis en place, il y avait des réunions par Zoom avec un neuroscientifique qui était en Italie, un autre en Argentine, un qui était aux États-Unis et d'autres qui étaient à travers l'Europe, et principalement en France. Donc il y avait vraiment des... J'étais même un peu impressionné, il y a des grosses têtes qui étaient là, qui réfléchissaient au questionnaire selon ce que l'étude voulait montrer, ou en tout cas voulait approcher. Puis en plus, il y avait aussi la mise en place des expériences qui ont été faites avant, pendant et après. Donc là aussi, voir si les méditations qu'on allait proposer allaient pouvoir soutenir ces expériences. Donc ça, c'était un peu ma mission là-dedans, c'était de voir avec eux quelle structure on allait donner à la retraite, sur quelle méditation on allait se poser, et l'évolution. Et ce qui était très important, c'est qu'on retrouve la structure dans les 3 retraites. Donc ça, c'était la mise en place. Il y a eu le Covid qui est arrivé, donc ça a reporté un peu tout ça. Ça a posé quelques problèmes même puisque vous savez que pour des expériences comme ça, il faut l'accord, il y a l'accord éthique, l'accord financier, l'accord législatif, enfin légal, excusez-moi, légal. Et il a fallu tout reporter. Donc ça a été aussi un peu compliqué pour l'équipe d'Antoine Lutz de tout mettre en place. Et c'est là où je me suis aperçu qu'en fait, beaucoup de ces chercheurs passaient à peu près 60% de leur temps à faire de l'administratif. Ça, c'est... Voilà. Pour parler un peu plus des recherches qui ont été faites, et je ferai un parallèle avec celles auxquelles j'ai participé en tant que cobaye, euh, ce qu'ils essayent de montrer dans ces recherches, et ça peut être intéressant pour nous de commencer à nous y intéresser, d'approfondir, de prendre ces enseignements, c'est de montrer exactement qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau, au niveau de la conscience, au niveau de la biologie même. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'on pratique la méditation de manière intensive, dans nos relations aux stimulations sensorielles, dans nos relations à la sensibilité de nos consciences sensorielles, sensibilité par exemple du toucher, la relation à la douleur. Alors, il y avait des expériences avec des électrochocs, des petits électrochocs qui se passaient au niveau de la main et qui pouvaient des fois être assez intenses.
Dans ce que j'ai fait comme expérience à l'époque en 2018, c'était aussi donc la relation à la douleur et compassion, empathie. Il y avait aussi l'acuité, la mémoire visuelle. Là, partant sur une théorie que la mémoire visuelle ne se passe pas au niveau uniquement de la partie cérébrale qui correspond à la vue, mais à un autre niveau aussi. Et tout ça, c'est aussi d'observer qu'est-ce que la conscience. Donc là, on arrive à quelque chose qui est peut-être un peu métaphysique, mais Antoine Lutz étant un disciple de Francesco Varela, donc faisant partie de cette lignée de la phénoménologie, ils ont une approche extrêmement intéressante de la méditation. Je ne vais pas trop en parler parce que c'est assez complexe, et en plus de ça, Antoine m'a invité à venir parler lors de l'ouverture d'un DU sur la méditation qui est adressé uniquement aux soignants à Lyon en janvier, et où lui va parler de la méditation selon l'approche de la phénoménologie. À ce moment-là, j'ai essayé d'enregistrer, de bien enregistrer tout ce qu'il dit, et je pourrais partager avec vous. Peut-être que certains d'entre vous vont en faire partie, je ne sais pas, mais ça va être très intéressant. Par rapport aux retraites et ce qui a été organisé et les expériences qui ont été faites, ça fait un peu drôle de parler seulement de mon expérience, hein. Xavier en a fait partie et d'autres aussi. J'ai trouvé très intéressant de voir comment eux approchaient la méditation et l'esprit, autrement dit la conscience. Et qu'est-ce qu'ils essayaient de rechercher? Alors, il faut bien voir que dans ces recherches-là, j'ai vu en plus quand la mise en place des recherches, il y a qu'ils ont une idée de ce qu'ils voudraient explorer. Et à partir de là, il va falloir savoir quel type d'expérience ils vont pouvoir mettre en place pour explorer ça, et quel modèle mathématique ils vont devoir créer pour comprendre les résultats. Donc moi, quand j'ai fait les recherches en 2018, c'était en mai 2018, mai-juin 2018, lorsqu'on a fait la deuxième retraite de 10 jours, qui était en janvier 2020, ils étaient encore en train de dépouiller les résultats de la recherche de 2018. Donc pour vous dire que c'est un travail énorme. Et on ne peut pas s'attendre à avoir des résultats le lendemain, ou même un mois plus tard. Et je crois que Arnaud est toujours en train de travailler avec son équipe dessus, et ça va demander un certain temps. Mais il voyait déjà une certaine, comment dire en anglais, pattern, qui était en train de se créer, une forme qui était en train de se créer, de voir l'évolution de la réaction à la douleur, de la réaction à la stimulation, de l'acuité de nos consciences sensorielles qui évoluait au cours de la méditation. Autre chose qui est apparue, alors ça c'est de mon côté, en guidant ces retraites, parce que beaucoup de personnes qui étaient là pratiquaient la méditation depuis un certain temps, ça faisait partie des prérequis pour participer aux retraites. Et certaines personnes alors sont instructeurs MBSR et ainsi de suite, mais d'autres sont amenés un peu dans des conditions un peu particulières à se retrouver un peu instructeurs de pleine conscience ou de pratiquer depuis un certain nombre d'années. Et ce qui était intéressant, c'est de voir aussi l'évolution dans leur propre expérience, propre compréhension de ce que pouvait être la pleine conscience. Pour vous dire un peu la structure des méditations, on a commencé tout d'abord avec le corps. Donc beaucoup de méditations sur le corps. On a fait des body scans, scans corporels, mais méditations sur le corps, les sensations corporelles, voir aussi comment les sensations corporelles varient dans le temps. Que c'est pas quelque chose qui est obligatoirement statique, mais qui est dynamique. Comment une sensation qui est prédominante peut changer. Et petit à petit, à travers ça, aussi observer que lorsque je porte mon attention sur une sensation, comment une qui était prédominante avant passe un peu en arrière-plan. Donc là, on commence déjà à explorer un peu comment fonctionne le mode attentionnel. Ensuite, on est allé sur la respiration. Différentes manières, la respiration telle que le corps respire, sans essayer de respirer d'une certaine manière. Ensuite, au niveau des narines. Ensuite, sur quelque chose de beaucoup plus ouvert, plus vaste.
Puis au cours des journées, comme ça, on est passé aux expériences sensorielles, donc méditer sur la capacité à entendre, la capacité à voir, peut-être même à sentir au niveau de la peau et l'odorat s'il y avait une odeur particulière. Toujours ne pas aller, par exemple pour la capacité à entendre, l'idée c'était de ne pas aller chercher un son ou d'écouter un son, mais de rester présent dans cette qualité, dans cette capacité que nous avons à entendre. Cette capacité à entendre, elle existe, qu'il y ait un son ou qu'il y ait le silence. Et donc de pouvoir voir si on peut rester là-dedans. Et ça, c'était extrêmement intéressant pour Antoine Mousse, dans le sens où il ne s'agit pas d'aller méditer sur quelque chose, donc sur un son, et d'écouter le son, s'éloigner, le changement, observer les émotions, l'affect que l'on pouvait avoir avec le son, mais plutôt de développer cette capacité attentive, attentionnelle, dans l'écoute, dans le fait d'entendre. Et peu importe qu'il y ait un son ou pas. Et d'observer comment l'attention bougeait vers le son, et ensuite pouvait revenir peut-être simplement dans cette capacité à entendre. Et ça changeait la donne parce que très souvent, dans les exercices de pleine conscience par rapport au son, on demande souvent d'être attentif, de percevoir le moment où on entend un son. Et donc il y a une attitude un peu d'observateur extrêmement attentif et même un peu dirigé, on va dire, vers ah oui, là j'entends un son. Et d'observer j'aime, j'aime pas, et ainsi de suite. Là, c'est plutôt d'être plutôt de plus en plus dans une attitude passive, réceptive, en fait. Dans cette réception, de voir exactement qu'est-ce qui se passait, les mouvements de l'attention, mais aussi peut-être de simplement pouvoir rester dans cette attention réceptive, mais qui ne va pas immédiatement sauter sur un son et l'analyser. Bien sûr, l'analyse va venir. On entend un bruit, immédiatement on a une image mentale, mais ça, c'est pas le plus important. Est-ce que je peux revenir rapidement dans cette réceptivité ouverte et passive? Donc ça, c'était un peu le cheminement. Puis ensuite, on est passé aux pensées, aux humeurs, aux émotions, pour arriver à ce qu'on appelle la conscience ouverte. Et là encore, dans la conscience ouverte, les discussions qu'on avait eues donc avec l'équipe de scientifiques et que j'avais eues avec Antoine Lutz, c'est vraiment que cette conscience ouverte se rapproche dans le bouddhisme, de notre tradition tibétaine, ce qu'on va appeler je vais prendre le terme sanskrit, shamatha naturel, c'est-à-dire sans aucun effort. Donc il s'agit d'une conscience, en fait, d'un état dans lequel, à nouveau, cette réceptivité, mais sans, comme vous connaissez, le faire et l'être, c'est vraiment l'être dans toute sa réceptivité, dans toute sa passivité, j'allais dire. Alors, je sais que le mot passivité peut être un peu étrange, mais cette réceptivité sans obligatoirement réagir, mais en même temps avec beaucoup de clarté. Donc ça, c'était vraiment l'évolution qu'on a eue au cours des retraites, en essayant, moi de mon côté, de répéter exactement la même chose pour les 3 retraites. Toujours en prenant en considération aussi le retour des participants. Quelque chose qui est apparu aussi dans les discussions que j'ai eues avec Antoine et qui m'est apparu aussi, c'est à quel point, et ça je pense que vous tous, vous l'avez expérimenté avec certaines personnes, comment la pleine conscience peut dangereusement devenir une stratégie d'évitement. Et ça, c'était intéressant d'observer comme ça comment des gens pratiquaient la pleine conscience depuis de nombreuses années, surtout en étant sur le corps et la respiration, et comme une forme d'évitement de tout ce qui est les pensées, les émotions, et ainsi de suite. Lorsque on arrivait aux méditations en relation avec les pensées, les émotions, dans chacun des groupes, il y a eu des cas où des gens ont eu des périodes un peu difficiles.
parce que dans les instructions et dans la manière d'approcher, l'idée c'était vraiment qu'ils rentrent en contact avec ça et d'observer ce que c'était qu'une pensée, d'observer ce que c'était qu'une émotion et de voir comment, en restant dans cette capacité de réceptivité, de percevoir ce qui se passait sans réagir, qu'est-ce qui se passait avec une pensée, avec une émotion, et ainsi de suite. Vraiment de simplement faire l'expérience directe d'une pensée, d'une émotion. Et ça, on en a discuté avec les participants, mais aussi avec Antoine et l'équipe. C'était très intéressant de voir euh, comment en neurosciences ils percevaient cela. C'est-à-dire que des gens qui vont participer, qui vont pratiquer d'une manière en utilisant la pleine conscience ou les techniques de méditation comme une stratégie d'évitement des pensées, des émotions, on perçoit qu'il n'y a pas dans l'expérience même, euh, comment dire, excusez-moi, je cherche mes mots, il y a une forme de limitation qui se met en place. D'accord. Et dans les gens qui, par contre, utilisent la pleine conscience et laissent le champ d'ouverture vers les pensées, les émotions et le laissent être, cette capacité à rester présent dans l'expérience sans obligatoirement réagir, ils pouvaient percevoir qu'il y avait une forme ils ont appelé ça, de déplacement cognitif, qui permettait d'observer sans rentrer dans l'affect. Et à partir de là, de laisser les choses être sans obligatoirement réagir et donc créer encore plus de difficultés. Et ça, on l'a vu avec la douleur, par exemple. C'est très intéressant, c'est euh, dans l'expérience de la douleur, de s'apercevoir qu'en fait, les gens qui pratiquent beaucoup la pleine conscience, la méditation, et qui le font d'une manière, on va dire, avec cette réceptivité ouverte, la douleur apparaît, la sensation de douleur apparaît, disons qu'on va le dire comme ça, la sensation apparaît, mais la réaction affective douleur est beaucoup moindre, puisqu'il y a ce déplacement cognitif qui fait qu'il y a une possibilité de laisser l'expérience venir, puis disparaître. Alors que normalement, ce qui va se passer, c'est que l'expérience va venir et immédiatement, on colle un affect. J'aime, j'aime pas, danger, je refuse, j'en veux plus, et ainsi de suite. Alors là, pas de la douleur, bien sûr, enfin, ça dépend des gens, mais voilà, il y a cette réaction comme ça. Et ça, c'était quelque chose d'extrêmement intéressant, parce que c'est quelque chose qui se reproduit dans toutes les expériences qu'ils ont menées, de voir que les gens qui ont une certaine habitude de pratiquer la méditation, et l'ont pratiqué toujours avec cette ouverture euh, complète à toute notre expérience humaine, pas uniquement au corps, à la respiration, mais à tout ce qui peut arriver, vont avoir cette capacité de déplacement. Alors, ils appellent ça déplacement, on pourrait dire mise à distance, mais faire attention aux mots qu'on utilise, bien sûr, mais il y a un déplacement qui fait que il y a la possibilité d'avoir l'expérience sans immédiatement coller un affect dessus. Et puisqu'il n'y a pas d'affect, l'expérience peut se développer et disparaître, si elle doit disparaître, ou ainsi de suite. Donc voilà, ça, c'était un des points qui était extrêmement intéressant d'observer. Je voudrais revenir sur autre chose aussi. Alors, c'était pas en rapport avec ces retraites, mais dans les expériences que j'ai faites, il y avait une expérience qui était intéressante, qui était liée à la douleur et à la compassion et empathie. Alors, je vais vous décrire l'expérience. J'étais dans une pièce qui est totalement isolée, au niveau sonore, mais aussi au niveau électromagnétique. J'avais les électroencéphalogrammes, enfin toutes les électrodes sur la tête, un casque et un écran. Euh, J'avais aussi une électrode sur la main qui envoyait des décharges électriques régulièrement, plus ou moins fortes, des fois légères, des fois très fortes. L'expérience durait 2 heures, donc à la fin, je commençais un peu à en avoir marre avec l'électrode. Là, ça commençait un peu à chauffer. Là, je sentais que mon système nerveux commençait à en avoir marre. Et sur l'écran apparaissait un texte qui était aussi narré au niveau du son. Donc je pouvais lire le texte et entendre la voix qui narrait le texte et qui présentait une histoire. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Euh, euh, une femme revient du marché
et retrouve son immeuble où toute sa famille vit détruite par un bombardement. Et donc on voit une femme de dos assise devant un champ de ruines, enfin devant un immeuble en ruine. Donc il y a d'abord, on peut lire le texte, il y a une voix qui lit le texte, donc on entend le texte, et on voit l'image qui apparaît. Et pendant ce temps-là, il va y avoir des décharges électriques plus ou moins fortes qui vont se mettre en place. Et on va avoir une série comme ça de textes et images. Alors, certains sont assez violentes, certains un peu moins. Et au bout de 5-6 images et 6 textes comme ça, il y a une question qui est posée, est-ce qu'on se sent plus en empathie ou en compassion pour ce qu'on vient de voir? Donc c'était plus des fois des victimes, des fois des agresseurs et ainsi de suite. Ça a duré 2 heures. Ensuite, le chercheur vient et il fait un espèce de débriefing faisant partie en fait de l'expérience. Et ce qui était très intéressant de percevoir, et ça c'est mon expérience, mais j'en ai parlé avec lui, c'est qu'à un moment, en restant en méditation et en restant dans l'expérience de pleine conscience ouverte, il y a quelque chose qui m'apparaissait comme quoi le texte imputait une histoire à l'image, mais que l'image n'a pas obligatoirement à voir quelque chose avec le texte. Je reprends cet exemple de cette femme devant cet immeuble en ruine. On la voyait de dos, on la voyait pas pleurer, on voyait une image d'une femme assise devant un immeuble en ruine. À aucun moment, dans l'image, il y avait quelque chose qui nous mettait, qui nous donnait l'information que sa famille était dans les ruines. Et ça, à un moment, je l'ai posé comme question aux scientifiques. J'ai l'impression que des fois, les textes et les images n'avaient rien à voir. Mais le texte imputait un état émotionnel ou un affect à l'image que l'on allait percevoir. Et il m'a dit exactement. Ça faisait partie de la recherche. Il y avait 2 choses. Il y avait de donner une information, on perçoit une image. Quelle est notre réaction? Est-ce que c'est une réaction d'empathie, de compassion? Est-ce que c'est une réaction émotionnelle, de colère ou de total désespoir ou de terreur? Parce que certaines images étaient assez lourdes. Et en même temps, de voir si dans un état de pleine conscience, il y avait cette perceptivité, presque de la manipulation de ce qu'on devait ressentir selon ce qu'on nous avait dit. Donc là, c'était un aspect aussi, on va dire, sociologique, psychologique et sociologique. Et là encore, ça montrait que le fait de pouvoir être dans cette méditation dans laquelle on était ouverte à toute notre expérience et donc percevoir, on lisait le texte, on voyait l'image, il y a une émotion qui s'élevait, mais si on ne réagissait pas affectivement à donc cette espèce de décalage qu'ils appellent cognitif, on ne réagissait pas affectivement à ce qui était en train de s'élever, on pouvait percevoir exactement l'image telle qu'elle était. On pouvait bien sûr avoir de la compassion pour cette personne, on pouvait avoir de l'empathie, mais est-ce qu'on devait tomber dans une réaction émotionnelle? Donc l'expérience durait 2 heures, donc c'était assez fatigant, mais ça donnait beaucoup d'informations sur comment en fait la pleine conscience nous permet d'avoir un espace dans lequel on a un choix, et on est capable de garder une forme d'équilibre intérieur, quel que soit ce qui va apparaître. Pour revenir aux retraites que l'on a effectuées, c'est aussi apparu lors des expériences de réaction au toucher. Donc peut-être que ça, Xavier, tu pourrais en parler si tu te souviens de l'expérience. Il y a que en fait, l'expérience du toucher, c'est que lorsque on reçoit une sensation et qu'on nous demande de la reproduire, généralement on va la reproduire beaucoup plus fort. C'est-à-dire que là, ça fait partie de la proprioception. C'est comment on perçoit le corps et les sensations corporelles et comment on réagit à ça. Et en fait, plus les gens pratiquent la pleine conscience, donc ont une conscience du corps et de ce qui se passe au niveau des sensations corporelles, plus le retour que l'on va donner lorsqu'on nous pousse et on demande de repousser avec la force égale va s'approcher de la force initiale. Et là aussi, ça donne beaucoup d'informations sur la réactivité. Quelle manière, en fait, la
la pleine conscience nous aide à gérer la réactivité. La réactivité à une sensation physique et aussi à la sensation corporelle. Je refais un saut dans les expériences de 2018. Alors ça, c'était intéressant. Il y a cette fameuse expérience où on demande à quelqu'un de fermer les yeux. Quelqu'un le prend par les épaules par derrière, lui fait marcher 3 pas en avant, le lâche et lui demande de revenir à sa position initiale. La plupart des gens vont revenir soit trop en avant, trop en arrière. Mais les études ont montré que plus les gens pratiquaient une pratique de pleine conscience, de méditation, de pleine conscience, plus ils se rapprochaient, lorsqu'ils reculaient, du point exact. Donc il y a une proprioception, une qualité de la proprioception, du mouvement du corps dans l'espace, même les yeux fermés, du mouvement des jambes, du mouvement du corps, des muscles, qui augmente en qualité. Et suite à cette expérience, il y en avait une autre, alors ça c'était assez intéressant, des lunettes comme on a dans les réalités virtuelles, dont on parle beaucoup en ce moment, où en fait je voyais mon dos. Donc il y avait une caméra, en fait il y avait 2 caméras qui filmaient. Et Antoine Hout, c'était donc hors champ, je pouvais juste voir sa main avec une baguette qui me touchait dans le dos à différents endroits. Et à un moment, l'image, il arrêtait. Et l'image, en fait, ce qui se passait, c'est que l'ordinateur faisait un effet miroir de l'image que moi, je ne pouvais pas percevoir. Et il me touchait à nouveau. Et donc, ce qui se passait, c'est que lorsqu'il me touchait à droite, je sentais la sensation à droite, mais je le voyais me toucher à gauche. C'est un peu tordu, hein. On dit tout de suite, c'est tordu. Et c'est assez bizarre comme expérience. C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un qui vient avec sa main et sa baguette, vous touchez à gauche et vous ressentez à droite. Là encore, plus il y a la pratique de la pleine conscience, plus l'expérience est beaucoup plus claire. C'est-à-dire qu'à un moment, il me demandait où est-ce que tu ressens. Il fallait que je le bouge la main du côté où je ressentais la sensation. Et en fait, la plupart des gens qui ne pratiquent pas la pleine conscience, donc qui n'ont aucune expérience de pleine conscience ou qui débutent, lorsqu'ils voient la main ou la baguette touchée à gauche, vont lever la main gauche, même s'ils sentent que ça se passe à droite. Donc là encore, on voit que la qualité de la pleine conscience va augmenter la qualité de la proprioception, donc aussi de se réapproprier le corps et les sensations corporelles d'une manière correcte et non pas juste d'une manière réactive. La réactivité, ça va être par rapport à l'image que je vois, mais la pleine conscience va me donner l'information que ça se passe à droite et non pas à gauche. Pour un peu conclure tout ça sur ces retraites, ce qui est très intéressant, c'est le travail avec Antoine Lutz, le travail avec l'équipe, des gens d'une connaissance, d'une intelligence, aussi d'une sensibilité vraiment très humaine et très attentive aussi au bien-être des participants, et ça c'était important. Pour moi personnellement, ce qui est ressorti, c'est de voir que je pense qu'il faut vraiment qu'en tant qu'instructeur de pleine conscience, de méditation, on encourage les participants à faire des retraites, à faire plus de pratiques et ne pas se limiter à un programme, un style de programme. Et les amener petit à petit, ça peut être des retraites sur 2 jours, un peu plus, hein, ou sur une semaine, sur 10 jours, ainsi de suite, à vraiment approfondir leur expérience de la pleine conscience. Et que pour nous, instructeurs, c'est aussi important. Il y a vraiment je parlais un peu de cette stratégie d'évitement, d'utiliser la pleine conscience comme stratégie d'évitement, et c'est dommage, c'est dommage. Et je vois, après ces retraites, j'ai eu des gens qui m'ont demandé de leur faire un suivi de méditation, une forme de supervision de leur méditation, justement parce qu'ils observaient lors des retraites qu'il y avait vraiment quelque chose au niveau du contact avec les pensées, les émotions qui n'avait pas du tout été abordé, ou en tout cas qui n'avait jamais été exploré. Et on sait tous que voilà, si on n'explore pas ce domaine-là, ça peut amener des complications. Il y a une sorte de, même de, comment,
de mise à distance des pensées, des émotions, en fait, va créer un déséquilibre intérieur, qui peut amener jusqu'à un déséquilibre psychologique, hein, parce qu'une personne qui a, je sais plus si elle était dans ton groupe, Xavier, mais pour la méditation, il n'arrêtait pas de... C'était très très dur. Ça lui a fait du bien, il me l'a dit à la fin, mais ça a été très très dur de rentrer en contact avec les pensées, tout ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, de connaître un programme, quel que soit le programme que l'on enseigne, hein, de connaître un programme, c'est une chose, de bien appréhender la profondeur du programme, c'est aussi très bien. Il y a tout le côté méditation, à approfondir la méditation euh, et de savoir vers où on va exactement. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est ressorti. Et lorsqu'Antoine Louis m'a contacté pour faire cette cérémonie d'ouverture là, du DU à Lyon, lui-même a abordé ce topic, on en a discuté ensemble, où il peut se rendre compte vraiment qu'il y a une grande différence entre des gens qui font beaucoup, beaucoup de méditation et d'autres, même s'ils enseignent la méditation, n'ont pas vraiment d'expérience approfondie de la méditation. Et là, ils peuvent le voir dans les résultats très, très clairement. En tout cas, c'était une expérience fantastique de pouvoir travailler avec eux. Je veux vous dire que des fois, je me sentais un peu... je me demandais ce que je foutais là. Lorsque j'étais avec surtout les séances qu'on a eues avec les neuroscientifiques qui étaient un peu partout là dans le monde, qui avaient des manières d'appréhender l'esprit, la conscience et tout ça, je trouvais extraordinaire, je trouvais très très intéressant, mais auquel je pouvais rien apporter. Et surtout quand ils me demandaient, Stéphane, qu'est-ce que t'en penses? Bah écoutez, c'est toujours un peu compliqué, mais c'était intéressant de voir aussi comment mettre en place les méditations et le programme des retraites en relation à ce que eux veulent vraiment essayer d'explorer. Et surtout, ce que je trouvais extrêmement intéressant, c'est leur ouverture dans le sens où ils n'essayaient pas de prouver quelque chose, mais ils essayaient d'explorer. Ce qui les intéresse, c'est d'explorer quels sont les effets de la méditation. Voilà. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Merci Stéphane. On peut peut-être du coup ouvrir à la discussion s'il y en a qui ont des questions. Mhm. Moi, je vois, j'en avais une. Mais alors, j'ai ma fille qui est venue. Je fais le hasard à ce moment que tu parlais de ça, donc je ne suis pas sûre que tu en as parlé ou pas. En tout cas, tu parlais des stratégies d'évitement par rapport aux pensées et aux émotions, Mhm. qui du coup, effectivement, posent des problèmes. Et ça se décrit comment? C'est des gens qui essayent de bloquer les pensées et leurs émotions, qui essayent du coup d'utiliser la pleine conscience pour, dès que ça commence à partir, revenir sur leur corps pour pas être dans les émotions. C'est quoi ces stratégies d'évitement? C'est exactement ça, c'est-à-dire que ça va être surtout l'utilisation du corps et de la respiration. Dès qu'il y a des pensées assez perturbantes ou dérangeantes et indésirables ou des émotions, ça va être de revenir directement sur la respiration et le corps pour jusqu'à ce que ça passe. Donc, en fait, en discutant avec eux dans le temps, c'est un peu essayer de s'en débarrasser en essayant de ne pas les regarder, de ne pas rentrer en contact avec. Donc c'est l'utilisation en fait d'une pleine conscience extrêmement aiguë et précise sur la respiration et le corps. Donc on peut dire qu'il y a vraiment une qualité dans la pleine conscience de la respiration et du corps, mais qui va être utilisée non pas pour retrouver une forme de stabilité, pour pouvoir ensuite approcher et observer cette pensée, cette émotion et voir exactement ce qui se passe lorsque je les laisse être sans réagir, mais plutôt de rester sur le corps et la respiration sans rentrer du tout en contact avec ce processus cognitif. Et du coup, la question qui découle de ça, tu parlais que dans les types de méditation, par exemple, on a parlé pour les sons, tu guidais plus sur la perception du son en tant que sujet que dans l'aspect cognitif, enfin, de conscience du son, que sur l'aspect de perception, enfin, du son lui-même, de l'objet.
Ouais. Est-ce que du coup, c'était pour guider ça vers la perception des pensées? Enfin, pourquoi c'était important d'amener plus ça? Ouais. Alors, exactement, c'est qu'en fait, c'était un peu, c'est ce que j'avais proposé, et dans les discussions qui étaient ressorties avec les kids, c'est exactement ce qui les intéressait. C'était de pouvoir, comme tu l'as décrit, pouvoir rester dans l'expérience du ressenti, de l'expérience sensorielle, et non pas dans le son comme objet de méditation. Et là, c'est la même chose, ça va amener ensuite à pouvoir rester, donc étape par étape, à rester dans la capacité à percevoir les pensées et non pas dans la pensée. C'est-à-dire que la pensée a un message, qui peut être un message qui peut être aussi intéressant d'étudier, hein, je dis pas le contraire. Ça peut être un message affectif, ça peut être un message, une mémoire, ça peut être un trauma, ça peut être plein de choses qui a sa valeur. Mais là, l'intérêt, ce qui nous intéressait, c'est d'observer, est-ce qu'il y a une possibilité de rester présent dans cette capacité à percevoir la pensée sans réagir? Et qu'est-ce qui se passait à ce moment-là avec la pensée? Donc c'est à nouveau ça. Est-ce que je peux laisser quelque chose apparaître et ne pas réagir immédiatement à ce qui apparaît et le laisser être et voir exactement qu'est-ce que ça va amener dans le cas où il y a des pensées déplaisantes ou des pensées fascinantes ou des émotions très fortes qui s'élèvent lors de la méditation. D'accord, donc c'est l'aspect en fait de rester avec la perception plus que d'observer la perception elle-même. Ouais. Ouais, d'accord. Voilà. Merci. Xavier, il y avait Xavier qui voulait poser une question. Oui, enfin, c'était pour venir un petit peu à ce que tu disais. Souvent, on va utiliser le mot de lâcher prise. Et je pense que c'est une très mauvaise traduction parce que dans le lâcher prise, pour nous, on va vite c'est laisser tomber, c'est laisser sur le côté. Et c'est vrai que dans le programme MBSR, enfin moi, ce qui me concerne, au début, je l'utilise beaucoup. Et je me suis aperçu que vers la fin, vers, je sais pas, peut-être la séance 5 ou 6, je passe à s'abandonner. S'abandonner à ce qui arrive. Mmh. Parce que, et donc, c'est donc laisser exister la chose devant soi et observer comment elle évolue, ce qu'elle devient, si elle fait apparaître autre chose. Euh, et je pense que c'est dû à ça. Il y a une mauvaise traduction. Ceci dit, c'est vrai que si on dit à des gens dès le départ, abandonnez-vous à, il faut vraiment avoir confiance en soi parce que ça fait peur, quoi, parce qu'on a des fois voilà, moi je ne sais pas si tu te souviens, mais c'était le 3e jour que j'ai eu, je suis parti avec des douleurs très violentes dans les jambes qui sont remontées dans le dos, etc. Donc ça a duré 2 jours et demi. Et c'est vrai que c'est pas facile de s'abandonner parce qu'on a toujours cette crainte, cette peur d'être submergé. On a un peu discuté. Et je pense que ça, c'est... ouais. Et ensuite, tu parlais, là, tu m'interpellais un petit peu sur les systèmes de pression sur le doigt qu'on a eu. Et en fait, oui, c'était assez amusant parce qu'il y avait je crois que ça impacte sur 3 choses. La première, c'est la qualité de la perception qu'on a de la pression, puisqu'on avait une pression qui était donnée sur le doigt, et puis, alors, de différentes manières, et puis on devait la restituer aussi de différentes manières, enfin, différents exercices. Et donc, la perception, enfin, moi, ce qui me concernait, je m'apercevais que la perception de la pression était bien meilleure sur les 2 derniers tests que sur le premier. Et ensuite, ma qualité de restitution, j'ai l'impression qu'elle était meilleure aussi. Donc, il y a à la fois perception, restitution. Et il y a un 3e point, c'était la concentration. Cette capacité à rester concentré, parce que la première fois, c'est assez long, hein, ça dure, je ne sais plus combien, on passe sur les tests à la douleur, etc. Je ne sais plus, ça dure 2h30, 3 heures, je ne sais plus exactement. Donc c'est assez long. La première fois, c'est assez amusant parce que c'est nouveau. Voilà. La 2e fois, ça commence à être un peu plus barbant, et des fois, bon voilà, les exercices sont un peu, voilà, un peu pénibles, et donc on a un petit peu l'attention qui s'en va. Et je m'apercevais qu'au fur et à mesure de la retraite, voilà, j'arrivais à être bien plus centré, bien plus centré.
Ça, et, et puis, il y a un dernier point, c'est effectivement, je crois que c'est important de pouvoir faire des retraites après. Parce que quand on a goûté à la qualité, bon, je ne vais pas t'envoyer des fleurs, mais on a goûté à la qualité de ce qui a été fait, parce que c'est vrai aussi que tu nous as poussé assez loin, voilà, d'essayer d'aller voir, est-ce qu'on arrivait à s'apercevoir d'où venaient les pensées, est-ce qu'on pouvait voir, est-ce qu'on pouvait s'apercevoir, ressentir un endroit particulier, est-ce que elles arrivaient à un endroit particulier, etc. Enfin, voilà, de voir d'essayer de voir est-ce qu'il y avait des liens entre les pensées et émotions, est-ce qu'il y en avait une qui était prévalente sur l'autre, etc. Donc là, c'était de l'exploration et c'était vraiment très intéressant. Donc quand on a goûté à ça, on veut aller, on a envie d'aller plus loin, on a envie de répéter les exercices. Mais le problème qu'il y a, c'est un problème de coût, quoi, derrière. Ouais. Très clairement, c'est un problème de coût. Ouais. C'est quasiment inabordable, quoi. C'est quasiment inabordable après. C'est le gros problème, quoi, je trouve. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous laisse la parole, mon père. Xavier. Alors, moi, je m'interrogeais sur effectivement la méditation de base où on dit prendre conscience de la direction des pensées et puis ramener l'attention dans le corps et dans le souffle. Et donc, effectivement, on peut, en faisant ça régulièrement, éviter tout le processus des pensées ou des émotions et donc la question, c'est alors comment donner un peu d'espace à ça pour comprendre que oui, la pensée apparaît, mais peut-être la laisser juste un peu plus apparaître pour revenir. Parce que sinon, effectivement, on peut vraiment développer, on le voit dans les pratiques avec des respirations fortes ou voilà, d'arriver à contrôler. Et effectivement, si ça perdure, ben, en fait, on va à l'encontre du processus de méditation et on peut s'ancrer même dans ce processus. Donc, c'est interrogeant quand même dans la manière de le guider pour permettre à créer un peu d'espace et que les pensées, sensations, émotions aient aussi quand même quelque chose de vivant, quoi, plutôt que de dire bon, ça y est, je l'ai vu et je reviens dans le corps ou dans le souffle. Enfin, ça m'interroge là maintenant, vraiment. Je ne sais pas si je peux apporter une réponse à ça, mais ce que je perçois, c'est qu'il y a une nécessité au début d'avoir un ancrage. D'avoir un ancrage, et le corps et la respiration, c'est le meilleur ancrage. Le corps est toujours dans le présent et jamais dans le passé, dans le futur. C'est pas comme les pensées. Donc il y a un ancrage dans le corps, dans la respiration qui est nécessaire, mais je pense qu'ensuite c'est surtout la manière dont on va euh, lâcher un peu l'ancrage. Xavier parlait d'un peu de peur, et c'est très souvent la peur qui régit, c'est l'affect en fait qui régit un peu la méditation. Il y a que de lâcher un peu l'ancrage au corps, à la respiration, pour s'apercevoir qu'on pourrait donner peut-être plus d'espace. Bon, je fais attention au mot espace, hein, c'est une image. Créer, disons, un espace de pleine conscience dans lequel on pourrait peut-être être plus dans une réceptivité ouverte, mais qui n'est pas obligatoirement une réactivité. Voilà. Je le verrais plutôt comme ça. Mais ça voudrait dire que il ne faut pas non plus rester trop longtemps dans ce processus primaire, enfin de ne pas s'enferrer dedans comme étant un processus de base et finalement, comme j'entends des gens qui s'entraînent sur des audios comme ça, ils restent dans ce processus. Donc après, ils arrivent, ils sont hyper bloqués. Donc, Ça c'est vraiment tout le côté d'exploration. Et Xavier utilisait ce mot-là, et c'est vrai que c'est un mot que j'aime bien, c'est le mot vraiment d'exploration de notre expérience en tant qu'être humain à tous les niveaux, en pleine conscience. Et notre expérience en tant qu'être humain est extrêmement riche. Elle est vaste. Mais il y a vraiment une possibilité d'explorer encore et encore, et aller toujours plus loin. Mais c'est vrai que il y a besoin d'un ancrage au début, et ensuite, petit à petit, de prendre confiance
qu'on peut revenir dans cet ancrage à tout moment, mais en même temps, de donner confiance que l'on peut explorer autre chose. Ok, merci Stéphane. Merci. Stéphane? Oui. Ouais. Merci pour tous ces détails savoureux. Je me demandais du coup si de faire ces constatations de difficultés avec les pensées, de difficultés de présence aux pensées et aux émotions, est-ce que ça avait eu un impact sur ta manière de guider la séance 4 et la longue méditation de la séance 5 du programme MBSR? Est-ce que ça a changé ou est-ce que ou pas? Alors, ouais. En fait, ça n'a pas changé parce que j'avais déjà, bon, j'ai mon expérience personnelle en tant que méditant et les instructions et la guidance que j'avais reçues par rapport aux pensées, aux émotions et ainsi de suite. Et j'ai essayé de toujours le ramener dans ces séances-là, justement pour éviter que la perception des pensées et des émotions devienne une problématique, mais plutôt comment rentrer en contact avec d'une manière plus directe, plus directe dans le sens plus dénudé, juste en pleine conscience. Donc j'avais déjà cette habitude. Ces retraites m'ont vraiment donné envie d'aller plus loin là-dedans. De vraiment me dire qu'il y avait... Oui, ça a changé. Quelque part, ça a changé. Ça m'a, disons, renforcé dans ma perception de ce que ces méditations pouvaient amener aussi bien à un niveau, j'allais dire, positif, par rapport à vraiment cette relation qu'on peut avoir aux pensées, aux émotions, et aussi là où ça pouvait créer plutôt une voie sans issue, et voire même, et on dit le mot obstacle, à un développement de la pleine conscience. Est-ce que du coup, tu te sentirais de nous guider dans peut-être une courte exploration des pensées? Est-ce que ça te paraîtrait jouable? Juste peut-être comme un peu comme Là, peut-être tout comme de c'était. suite, ouais. Je vais être honnête, je suis un peu fatigué. Bon, c'est ça. J'ai eu une très longue journée depuis ce matin et je suis un peu fatigué. Je suis désolé. Oui, on pourrait le faire, on pourrait le faire. Ouais. Je sais pas, à moins qu'il y ait d'autres questions, peut-être on fait le tour des questions et on voit s'il reste un peu de temps pour proposer une méditation, si c'est OK pour toi. Oui, tout à fait. Mais, et d'ailleurs, même si tu ne veux pas guider une méditation, si tu ne te sens pas de faire ça, peut-être donner quelques indications sur ce qui pourrait aider les participants à justement à percevoir en fait cette possibilité, quoi, en fait. Parce que je pense que, enfin, moi, mon expérience, notamment dans la guidance de la, de la longue méditation de la séance 5, c'est que quand on arrive aux pensées, aux émotions, euh, mon intuition, c'est que ça devient une sorte un espace vide, mais auquel les personnes cherchent les personnes cherchent à se raccrocher à quelque chose qui est, il n'y a pas de raccrochage à faire en fait. Et donc sur le plan de la guidance, c'est un peu c'est un peu aller à Jacques Test, quoi. Je crois je crois que ce qui est important, c'est vraiment de se relier à notre expérience personnelle, hein, comme toujours. Hein. C'est vraiment comment nous, on approche tout cet univers des pensées, des émotions et ainsi de suite. C'est vraiment ce qui va être la base de notre guidance. Euh,
pour peut-être donner une ou deux indications. C'est dans cette longue méditation, lorsqu'on arrive on a fait la respiration, le corps, sensations corporelles, les expériences sensorielles, on arrive au domaine des pensées et des émotions et ainsi de suite, et de la conscience ouverte. Ce que j'essaye d'amener, c'est vraiment cette notion de voir s'il est possible de rester présent. On a cette capacité naturelle à percevoir nos pensées. Et ça, c'est une des qualités qu'on a en tant qu'être humain. D'accord? Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel que l'on a. De pouvoir avoir cette capacité de percevoir ce que l'on est en train de penser et ne pas être pris dedans. Et ça, c'est la différence avec les animaux. Les animaux peuvent être très intelligents, mais il n'y a pas cette distanciation vraiment avec les pensées et les émotions. Donc, on a cette capacité, et est-ce qu'il serait possible de rester dans cette capacité à percevoir les pensées et les émotions, et d'observer lorsque on réagit à la pensée qui apparaît? Et est-ce qu'il est possible de simplement revenir dans cette capacité à percevoir et de laisser la pensée être? Donc quelque part, ça donne une notion de, voilà, je suis pas juste perdu au milieu de mes pensées, de mes émotions. J'ai cette capacité à être présent, à percevoir. Et ça, c'est déjà le début de ce qu'ils appellent ce décentrage cognitif. Et c'est pas vraiment un décentrage, c'est plutôt qu'on n'est plus collé à la pensée, elle apparaît, on réagit, mais c'est je perçois et j'essaie pas de la mettre de côté, j'essaie pas d'en faire quelque chose, hein, mais est-ce que je peux la laisser et voir qu'est-ce qui se passe? Et très souvent, on s'aperçoit qu'il y a la réactivité affective avec la pensée et ainsi de suite. Mais ça, déjà, de le percevoir, c'est énorme. Donc, je ne sais pas si ça peut être une piste, mais voilà, c'est un peu comme ça que je l'amène. Juste une chose, quand tu parlais de la respiration tout à l'heure, souvent on s'aperçoit que les personnes avec qui on travaille, quand elles observent leur respiration, elles disent très souvent qu'elles ont du mal justement à se décoller de cela, parce que dès qu'elles observent leur respiration, elles se mettent à la contrôler. Ouais. Et c'est vrai que quand on arrive, c'est pour ça, on a passé quand même, je me souviens, plusieurs jours quand même sur la partie respiration corporelle. Et pour te dire, Axel, en fait, ça a été très progressif. Et il y avait à la fois, enfin, tu l'as dit, il y avait beaucoup de bienveillance au niveau des organisations, etc. Enfin, je veux dire, on était choyés. Et il y avait aussi beaucoup de douceur dans la façon de mener les choses et de progressivité. Mais c'est tellement vrai, cette histoire de se coller à ça, que dans le groupe, on avait un plongeur niveau N4, c'est-à-dire un instructeur de plongeur, qui était un apnéiste. Donc, il tenait 3 minutes et demie en apnée dynamique et quasiment 5 minutes en apnée statique. D'accord. Bon. Et là, je crois que c'est au bout du 2e jour, je sais plus, où il a dit lors d'un échange qu'on a dans le groupe, qu'il a il a été à 2 doigts de faire un accident. Il a cru qu'il allait collapser, quoi, parce qu'il était tellement en contrôle de sa respiration qu'il n'arrivait plus à décoller. Donc, c'est toujours intéressant. Ça serait bien, oui, effectivement, de pouvoir faire un exercice là sur les pensées, mais c'est vrai que c'était tellement la façon dont tu avais amené ça avait pris du temps. Et de mémoire, quand on avait fait ça, ça n'avait pas été le matin, ça avait été un peu plus l'après-midi. On avait déjà beaucoup travaillé sur autre chose. Enfin, il y a vraiment une progressivité et beaucoup de douceur, je pense aussi, à avoir par rapport à ça. Enfin, ça se fait pas, c'est compliqué, quoi, je pense. Si je peux rebondir là-dessus, sur ce que vient de dire Xavier, c'est aussi, en fait, sous cette approche de la réactivité, commence déjà au niveau du corps et de la respiration. Très souvent, ce que je demandais à un moment, c'est est-ce que vous essayez de contrôler, de surveiller, ou est-ce que vous accompagnez la respiration? Et très souvent, le retour qu'il y a, c'est je m'aperçois, je le contrôle ou je la surveille. Donc rappelez aussi que la respiration fait partie du système nerveux autonome qui se débrouille très bien sans nous, quoi. Donc je pense que déjà là, dans la relation à la respiration, il y a une base
qui va nous permettre d'évoluer vers aussi la relation aux pensées et aux émotions. Est-ce que j'essaie de contrôler, de surveiller, d'éviter, ou est-ce que je peux laisser la respiration être telle qu'elle est? Et c'est vrai, parce que je me souviens là, de notre ami plongeur. Est-ce qu'il y a une autre question? Moi, Non? j'en ai Oui, juste vas-y. une. Est-ce qu'il va y en avoir d'autres, des sessions comme ça d'observation? Vous en êtes où dans les recherches et comment ça va évoluer? Qu'est-ce qui est prévu pour, je sais pas, peut-être je sais pas, des articles ou autres? Enfin voilà, comment ça va se déployer tout ça? Alors, oui, alors, bon, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, hein, par rapport aux résultats, ça prend pas mal de temps. Justement, pour la deuxième retraite, là, Antoine était venu avec un de ses étudiants qui était en train d'étudier les les imageries médicales du cerveau lors de certaines des expériences qu'on avait fait en 2018. Donc, ça prenait du temps. Voilà, c'est des choses qui vont être publiées petit à petit. Arnaud, qui est donc celui qui faisait sa thèse dépend de ces résultats-là, disait qu'il allait essayer de produire assez rapidement des résultats, on va dire, un peu vulgarisés, mais ce n'a pas été encore le cas. Pour ce qui est des recherches à venir, je sais que Antoine, il m'a dit qu'il pourrait en faire 10 par an, mais bon, il faut mettre tout ça en place, il faut trouver les financements, et ainsi de suite. Mais c'est vrai que euh, disons que Antoine Lutz, par sa réputation, son sérieux et ainsi de suite, beaucoup de portes s'ouvrent donc lorsqu'il propose un protocole de recherche. Et je pense il en a d'autres qu'il est en train de mettre en place et on en entendra parler assez rapidement. Moi, je me demandais un truc par rapport à la durée des retraites. Souvent, dans le cadre de la pleine conscience, on préconise des retraites de 5 jours. Là, toi, tu parles des retraites de 10 jours. Vipassana, c'est 10 jours aussi, etc. Et du coup, bon, j'imagine que quand c'est plus longtemps, bah, tu vas plus loin, plus profond. Mais est-ce qu'il y a autre chose que juste... Enfin, est-ce que 10 jours, il y a quelque chose qui se passe au 9e jour ou pourquoi 10 jours, quoi? Alors, c'est intéressant comme question. C'est vrai que, bah, par exemple, avec Stéphane, enfin, dans le cas de Timia, c'est retraites qu'on fait de 5 jours, 7 jours et ainsi de suite. Et là, l'expérience de ces retraites de 10 jours, disons qu'il y a un moment après 5 jours, je veux dire, 6e jour, il y a comme une espèce d'étape qui est passée. Et il y a une forme presque j'ai eu le sentiment, et c'est un peu dans les échanges que j'ai eu, qu'on avait une fois par jour avec les participants, j'ai eu le sentiment qu'il y avait un moment où ils étaient tombés dedans. Un peu comme Obélix dans la potion magique. Ils étaient vraiment, il y avait quelque chose qui était rentré dans un flot. Et c'est pour ça maintenant avec Stéphane, hein, avec Stéphane Faure, on souhaite organiser plus de retraites de 10 jours. Pour vraiment, il y a cet approfondissement qui se fait, mais il y a un moment où l'approfondissement se fait, c'est coefficient 2 ou 3, quoi, par rapport à ce qui est fait normalement. Oui, un aspect exponentiel, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça que en discutant avec Stéphane et ça, on a décidé de faire ces retraites, là, les retraites qu'on a appelées Opal, où vraiment on va aller plus dans le site de retraite de 10 jours pour approfondir encore plus. Toi, tu as noté ça aussi sur quand tu fais des retraites de, je sais pas, 3 mois, 3 ans, 1 an. Est-ce Mhm. qu'il y a des durées comme ça où il se passe un truc, un déclic, où, voilà, au-delà de 5 jours, ça va plus profond ou ça continue? Enfin, j'imagine, mais je ne sais pas trop. Oui, oui, il y a un moment, par exemple, si on prend l'exemple des retraites de 3 ans, je dirais, il y a, en général, mon expérience en discutant avec d'autres, après un an et demi, il y a quelque chose qui se passe.
Ensuite, plus tu restes en retraite, plus voilà, quand ce moment-là est passé, ça continue à s'approfondir, enfin ça continue, l'évolution continue. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose dans le temps où 5 jours, 7 jours, il y a une qualité, il y a quelque chose qui est là, mais il y a un moment, il y a quelque chose qui lâche. Alors ça serait intéressant d'étudier ça. Peut-être en parler avec Antoine, s'ils ont eu des retours par rapport à ça, mais je sais que l'histoire des 10 jours, il y avait aussi cette notion de durée et que la durée favorisait l'expérience. Mais ce serait intéressant de voir ça sur les 10 jours, s'il y a un moment où effectivement dans le cerveau, il voit qu'il y a un passage. Ouais. Quoi. Ça fait partie aussi des datas, ça fait partie des données qu'ils ont et qu'ils exploitent. Et c'est pour ça qu'il y avait ce questionnaire qui était proposé et c'était intéressant. J'étais vraiment content de voir que les participants remplissaient le questionnaire à chaque fin de session. Et déjà, Arnaud me disait, dans la 3e retraite, qu'ils avaient déjà commencé à dépouiller un peu les résultats du questionnaire de la première retraite et ils voyaient qu'il y avait justement une forme de... quelque chose qui en ressortait, qui à un moment, il y avait une sorte de basculement dans l'expérience. Moi, ce qui me concerne, c'est effectivement, j'ai senti une montée en puissance. Et à un moment, bon, moi, ça a été un petit peu un problème de douleur, mais malgré tout, vers peut-être le quatrième jour, un effet un peu plus de tassement. Je dirais pas de chute, mais comme si on reculait, quoi, en fait. Ouais. Et peut-être un jour, et se mettre un peu à avoir l'impression de patauger pendant une journée et demie, quoi, à peu près. Et peut-être au bout du 2e jour, on sent que ça remonte, ça repart. Et puis, effectivement, après, et ça a coïncidé à peu près, effectivement, que ça repart comme ça vers tout ce qui était pensée, émotion, enfin, tout ce qui était pensée, émotion, ce dont tu parlais tout à l'heure. Alors, voilà, enfin, moi, ça a été mon expérience, quoi. C'est monté, ça s'est tassé, ça a descendu, puis c'est reparti. Voilà. Ça aussi, si je peux reprendre là-dessus, c'est par rapport, là, je vais parler dans l'expérience de la méditation dans le monde bouddhiste. Hein. Lorsqu'on fait des retraites sur 10 jours ou des retraites spécifiques sur 10 jours, c'est quelque chose que l'on sait, c'est-à-dire que après le 3e jour, il y a une espèce de creux qui se met en place, creux de la vague. Ça peut être une fatigue, ça peut être une espèce de, un peu comme tu disais, on piétine, on ne sait pas trop, et d'un seul coup, hop, ça repart. Donc il y a quelque chose qui se passe. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau physiologique, seulement physiologique, neurologique ou les deux, enfin bon, sûrement les deux, mais il y a quelque chose qui se passe. Et vraiment, j'ai eu le sentiment qu'après le 6e, 7e jour, les derniers jours étaient quelque chose qui était beaucoup plus intense dans l'expérience pour les pratiquants, pour les participants. Écoute, merci beaucoup Stéphane. Je ne sais pas s'il y a une dernière question peut-être, et puis comme tu as eu une longue journée, on va peut-être te laisser ensuite. Non, 1 fois, 2 fois, 3 fois, à te juger. Bon. Eh bien, écoute, merci beaucoup Stéphane de ton Merci à vous. partage. Merci beaucoup à tous pour votre présence. Et puis, il n'y a plus qu'à alors. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au Au revoir. revoir.